Vous l'avez peut-être vu sur France 2 dans l'émission de Sophie Davant, c'est au programme. Vous faites beaucoup de sujets, effectivement, vous rencontrez des personnes, vous traitez des lieux. Oui. Rennes-le-Château étant le plus connu. Vous connaissez bien Rennes-le-Château aussi. Oui, très bien. Pourquoi ce mystère autour de Rennes-le-Château? Est-ce qu'il est entretenu par ceux qui y sont? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose? Moi, c'est mon avis, oui. Un peu entretenu par ceux moi, qui y c'est sont? mon côté historien de l'étrange. Rennes-le-Château, j'ai jamais rien écrit dessus parce qu'il y a eu des centaines de bouquins qui sont sortis sur le sujet, donc j'ai rien à ajouter. Mais je connais très très bien l'histoire pour y être allé très souvent et avoir grimpé le Bugarache à côté aussi. Parce que le Bugarache aussi, c'est quelque chose, la fameuse montagne en 2012 où il fallait être pour échapper à la fin du monde. Et vous êtes allé là-bas pourquoi? Pour les conférences. Pour les conférences, présenter mes livres à les conférences. Non, moi je pense que c'est du tourisme ésotérique, donc c'est très sympa. Je pense qu'il n'y a pas de trésor et que c'est une histoire. C'est une histoire étrange, très étrange, qui est très fascinante, l'histoire de Béranger Saunière. Mais il n'y a pas vraiment de mystère. Par contre, la région est exceptionnelle en termes de ressenti, de choses curieuses. Moi, j'ai ressenti des choses extrêmement curieuses dans toute la région, Rennes-le-Château, Bugarache, tout le Razès. Là. Je suis tout à fait d'accord sur l'histoire du trésor et tout ça, mais après chacun a son avis. En fait, chaque personne qui ça qui est bien, a sa croyance, son avis. 1000 personnes, 1000 avis différents. Mais je pense qu'en fait, on n'est pas loin d'avoir la clé du mystère en réalité. Ouais. Alors là, c'est un scoop. Non, je ne vais rien dire du tout, mais je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Là, en fait, il y a eu plusieurs périodes à Rennes-le-Château, l'histoire de l'abbé Saunière que les gens qui nous regardent peut-être connaissent. Donc le curé qui devient riche en trouvant soi-disant un trésor et qui va faire des constructions, c'est vrai, démesurées par rapport à la taille du village. Ça, c'est la première période. Il y a eu la période où, en fait, le domaine a été laissé en héritage donc à la famille Corbu. Et c'est à partir de monsieur Noël Corbu que va commencer à naître une légende, d'abord autour d'un trésor, et qui va ensuite être un peu accaparée par des types qui s'appellent Pierre Plantard, Philippe de Cherizet, il y a aussi Gérard de Sède. Enfin voilà, ces gens-là vont créer, là, pour le coup, le mythe qui va donner toute la littérature qu'on a aujourd'hui, y compris d'ailleurs le Da Vinci Code. Le fameux prieuré de Sion. Voilà, le prieuré de Sion, le mystère. Ça part de château. Ça part de là, voilà. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à l'origine, il y a quand même réellement, probablement une découverte. À mon sens, cette découverte, elle est, comment dire, est-ce que je peux le dire? Mais bien sûr que je peux le dire. Arrangé? Elle est grosse coupe. Arrangé? Non, elle n'est pas. Manipulée? En fait, vous avez 2 minutes? Ouais, allez. D'accord. Allez, prenons-les. Allons-y. C'est mystérieux inexpliqué. Globalement, ça nous intéresse. Pour moi, encore une fois, c'est mon avis, et ça se trouve, je vais me regarder dans 2 ans, je vais dire c'était ridicule. C'est mon avis actuellement. Je pense qu'il y a eu un trésor d'église qui était probablement le trésor de la cathédrale de Carcassonne et le trésor de l'abbaye d'Alette. Que ces trésors ont circulé au vu évidemment de l'histoire très mouvementée de la région et que l'une des planques importantes devait être Rennes-le-Château. Et que des documents sont revenus à une certaine époque et probablement au XVIIIe, XIXe siècle. Au 19e, sont revenus des documents à l'évêché de Carcassonne qui s'est dit « Ah tiens, on a oublié, il y a des caches de trésors quelque part dans le Razès. » Alors ils ont écrit au curé du coin du Razès en leur disant « Si vous faites des travaux, ça serait peut-être intéressant que vous nous disiez ce que vous trouvez. Si vous trouvez quelque chose, dites-le nous, quoi. » Et puis voilà, les autres ont plus ou moins fouillé, peut-être que certaines choses ont été trouvées, mais Saunière, qui était un royaliste pur et dur, va lui trouver quelque chose d'intéressant. Il va se rendre compte que c'est un trésor d'église, mais il est royaliste et il veut défendre cette cause dont il pense que l'église n'est pas suffisamment virulente. Et donc, il va utiliser cet argent en faisant tout un trafic et en laissant croire à un trafic de messe, c'est ça qui est génial. Il laisse croire à un trafic de messe en revendant toutes les bibelots, les bijoux, en faisant fondre l'or, et il va trafiquer comme ça pour donner de l'argent aux royalistes et à la cause de l'Église. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Mais on a la solution de Rennes-le-Château. C'est un croisé. C'est une hypothèse qui est très plausible. Ouais. Moi, quand je parlais de tourisme ésotérique, c'était juste pour dénoncer plutôt tout le folklore autour du Christ qui sera enterré par là-bas, enfin, toutes ces histoires-là qui sont liées à la région. Après, non, l'histoire d'un trésor, ou en tout cas, je sais que Béranger Saunière, enfin, je suis assez convaincu aussi que Béranger Saunière a trouvé quelque chose. Ah oui, mais c'est, à mon sens, là, c'est quasi historique. Ouais. Et il en reste, certaines personnes là-bas savent. Cherchent encore. Non, ils savent. Enfin, mais c'est très compliqué d'y aller. C'est interdit aussi depuis des années, depuis des décennies. Oui, effectivement. Il faudrait Mystère de Rennes-le-Château, une des enquêtes passionnantes donc, de la France mystérieuse avec David Gallet. Dans votre famille, il y avait quelqu'un qui était un peu une grand-mère ou autre, qui était branché comme ça, qui n'était pas branché, mais en tout cas qui était sensible à tout ça? J'ai un père qui est excessivement rationaliste, mais qui l'est moins depuis que, quand on était petit, en fait, il nous racontait au petit déjeuner, mais ça passait vraiment comme... Enfin, c'était vraiment pas très important. Il nous disait « Ah, j'ai encore rêvé que je me voyais dormir. » Bon, et puis on lui demandait rien, ça se passait comme ça. Jusqu'au jour où on a vu une émission de télé ensemble, à l'époque, on regardait la télé en famille sur un canapé, et c'était une émission genre mystère, je sais pas quoi, quelqu'un faisait une décorporation. Et dit « Ah, c'est ça que je fais.
les rêves. Donc quand il disait je me voyais dormir, c'est ça. Donc j'apprenais à l'époque, mais tout ça ne m'intéressait pas énormément. J'apprenais à l'époque que mon père faisait des décorporations finalement. Et après coup, mais la je m'en graine suis était souvenu. plantée quand même. Et pour quelqu'un d'excessivement Parce rationaliste, que naturellement, c'est- on plante quelque chose quand même. Ouais. ah oui, non mais c'est dingue. Involontairement, Et d'accord. voilà. Et ma grand-mère faisait tirer les cartes. C'était dans les familles, ça se faisait un petit peu, Ah tirer un oui, petit oui, peu les d'accord, cartes. ok, d'accord. Mais vraiment, c'était pour la famille à la fin d'un repas. Bien sûr, ouais, dans toute Non, la mais c'est famille, pas on du tirait tout les une cartes. famille mystique. Vous tiriez les cartes, vous, dans Ah votre non, famille? absolument pas. Hein, dans la mais il y a vôtre des superstitions. Des choses Oui, comme non, ça. mais Moi, c'est c'était intéressant plutôt parce que superstition. je trouve que quand on est intéressé par ces sujets au cours de sa vie, c'est parce que dans sa famille, on a été en contact avec des amis, avec des choses un petit peu inexpliquées, que inconsciemment, on l'a pris en soi, ça a mûri et ça ressort et on a envie de transmettre et de partager. Souvent, hein, c'est souvent le cas. Ouais. Est-ce que c'est votre cas, Jocelyn Moi, F. c'est Keller? mon Alors, cas. attendez, Jocelyn F. Keller. Pourquoi JFK? Oui, Ça l'amusait d'avoir 3 initiales Ouais, qu'il ça fasse m'amuse. JFK. Elle, pour l'histoire. J'adore Non, mais j'adore cette légèreté Pour finalement. quelqu'un qui s'intéresse à tous les mystères de l'histoire, c'est JFK, c'est oui, The Mystère. voilà, c'est un clin d'œil. JFK. C'est un Jocelyn clin F. d'œil. Keller, les dossiers inexpliqués 1 et 2, 30 histoires authentiques qui résistent à toute explication rationnelle. Absolument. Et vous, pareil, parce que bon, Non, moi, vous êtes un auteur mystérieux, on ne Ouais. sait pas grand-chose sur lui, je suis très content qu'il C'est ait vrai, accepté c'est de venir vrai. dans Destin Croisé. Et pourquoi cet intérêt, cet appétit pour... Alors moi, ça vient d'assez longtemps. Parce que je crois que c'est ma mère en fait qui m'a poussé vers ça, parce que mon père était un peu comme David, très rationaliste, ingénieur. Vraiment, toutes ces choses un peu étranges qui nous échappent, ça lui passait au-dessus de la tête. Et ma mère, au contraire, était très ouverte à ça. Et franchement, j'ai un souvenir d'elle lisant des livres sur les ovnis dans les années 70. Voilà. Ah oui. Ça m'intriguait, ça l'intéressait, elle regardait beaucoup le ciel le soir. Et voilà, je commençais à regarder le ciel avec elle. Ça a commencé comme ça, doucement. Après, je me suis intéressé à ça pendant des années, en faisant d'autres choses et en gardant un intérêt, mais permanent pour toutes les choses un peu curieuses. En fait, voilà, je viens de prononcer le mot curieux et c'est ça qui m'anime, c'est la curiosité. Moi, je suis curieux de ça. C'est-à-dire que des gens me disent oui, mais tu es très rationnel. Non, je suis pas rationnel. J'étudie les choses objectivement, mais je suis curieux et je suis ouvert à tout. C'est-à-dire, en fait, j'ai une démarche assez proche de David, c'est-à-dire, je Pour pars ceux de que je vous ai rien, réunis. voilà, je pars de rien, mais si quelqu'un arrive à me prouver que des choses extraordinaires existent, bah, bien sûr, je vais les C'est la croire. plus grande liberté, ça, Mais en oui, plus, voilà. de se sentir ouvert à... Ouais. Ouais, il Mais faut par être contre, ouvert, faut alors être voilà, ouvert. C'est une liberté. l'autre volet, c'est que je ne prends rien pour argent comptant. Et que je fais surtout, même plus que ça, je fais la chasse à tous les gens qui C'est ça. racontent n'importe quoi. Ce qu'il faut faire, Voilà. c'est le ménage Et là, en fait. C'est ça le problème. et là, c'est un boulot de, Voilà. de Et fou. une fois Ça qu'on doit a être fait le une ménage, ce qui reste, frustration, c'est de sans l'or. arrêt. C'est quelque chose de. Sans arrêt, parce Ça doit être une frustration parce quand que on les est dans théories le domaine. farfelues, les histoires totalement non étayées, enfin tout ça, ça pullule de partout. Et Mais si dans 100% de ce qui est raconté, il n'y a que ne serait-ce que 10% qui est inexpliqué, c'est déjà énorme. Oui, c'est ça, ça ouvre déjà énorme. la porte à Et plein là, ça de crédibilise questions. plein de choses. Et les vrais dossiers inexpliqués tels que moi je les conçois sont des histoires qui sont très rares. D'abord très rares parce qu'il faut vraiment que ce soit des vraies histoires, il faut que ça soit authentique et avec aucune explication connue. Donc il faut les trouver, il n'y en a Alors pas tant que ça. Alors j'ai eu une chance incroyable entre le premier et le deuxième livre, c'est qu'il y a eu une histoire dont tout le monde a entendu parler, c'est la disparition du MH370, Ah oui. l'avion de la Malaysian Airlines. Bien sûr. Là, ça m'a servi d'exemple dans toutes les conférences, les interventions. À chaque fois que je parlais de mes livres, tout le monde me disait c'est quoi un dossier inexpliqué? C'est ça. C'est une vraie histoire. On sait qu'il y a un avion qui a décollé un jour de Kuala Lumpur en mars 2014, si je ne me trompe pas, en direction de Pékin. Et au moment où il a fait ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire qu'il devait quitter l'espace aérien malaisien pour rentrer dans l'espace aérien vietnamien, il a disparu. Et on ne sait toujours pas comment. Et on ne sait toujours pas où il est, en tout cas, on ne l'a pas retrouvé. On ne sait retrouvé absolument des pas ce qui petits est arrivé. morceaux. Il y a aussi On a des retrouvé débris, officiellement 3 débris. Ouais, il y a eu des Et j'ai débris. rencontré, Pas plus d'un mètre, j'ai d'ailleurs. déjeuné très récemment avec un contrôleur aérien qui lui-même a sorti un livre sur le sujet et qui sort des nouvelles pistes très très intéressantes. J'ai pas le temps d'en parler là, mais en tout cas voilà c'est un vrai sujet. Mais le surnaturel est présent en permanence dans vos histoires L'étrange. Oui, alors surnaturel n'est qu'une petite. Le surnaturel, pour moi, c'est tout ce qui relève du divin, du sacré, le diable, Dieu et le diable, les objets qui font peur. La poupée Annabelle, voilà, c'est du surnaturel pour moi. Mais le manteau de la Vierge de la Guadalupe à Mexico, c'est aussi du surnaturel. Après, il y a le paranormal. Et puis il y a tout ce qui est insolite, c'est-à-dire les choses très curieuses, des gens qui disparaissent, on ne sait pas
voilà, comme ça, en claquant des doigts, ils ont disparu, on ne sait pas pourquoi. Et après, il y a l'ufologie. L'ufologie, alors là, c'est un champ d'investigation énorme. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles histoires, d'ailleurs, en ufologie, c'est-à-dire en extraterrestre. Hein. On est beaucoup sur les anciennes, mais récemment, là... Oui, non. Moi, j'en discutais récemment dans un colloque où, effectivement, on était tous d'accord autour de la table pour dire que l'ufologie n'avançait plus beaucoup et qu'on continuait à raconter Roswell. Oui. Enfin, et des cas voilà, qui sont très très anciens. Et en même temps, il y a des cas moins connus, mais qui mériteraient d'être médiatisés. Dans le prochain livre que je suis en train d'écrire, il y aura l'affaire d'Aravilliers, qui s'est passée dans le Val d'Oise en 1998. Je connais pas du tout. Et voilà, exactement. Et pourtant, c'est un Roswell français. Et ça vaut Roswell. Ouais, Aravilliers, ouais. C'est un petit village au nord de Pontoise. Aravilliers, c'est une histoire, c'est des chasseurs qui un matin sont partis, ils étaient plusieurs, et ont vu dans le ciel des ovnis, voilà, plusieurs ovnis. Il y a eu des effets après sur eux, physiques, enfin il y a eu toute une série de choses. Les témoignages ont été tous recoupés, et franchement, ils n'avaient aucune raison de raconter des... Mais c'est pas un Roswell, il n'y a pas eu de crash Non, mais il y a eu plusieurs ovnis. Non, il n'y a pas eu de récupération, il n'y a pas eu de petits corps, mais il y a eu aussi des visions de créatures, enfin il y a eu plein de choses. Voilà.